Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'université de Caen, co-auteur avec Frédéric Rouvillois d'un livre pour lequel nous vous avions reçu juste avant les élections, Les parrainages, aux éditions La Nouvelle Librairie. Et voilà que, encore une fois, vous êtes en plein dans l'actualité avec ce livre, La proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple, aux éditions La Nouvelle Librairie, et toujours coécrit avec Frédéric Rouvillois. Alors d'abord, une petite parenthèse avant de commencer dans le fond du sujet. Je ne savais pas en fait que les professeurs de droit public pouvaient avoir autant d'humour, parce que ce livre est vraiment plein d'humour. On parle quand même de Gulliver, de Abba, d'œuf à la coque et de tarte. Et voilà, j'ai eu une fois un prof de droit privé très sympathique, Denis Mazot, mais là vraiment vous m'avez fait beaucoup rire alors que je m'y attendais pas franchement en ouvrant ce livre de la proportionnelle. Ça c'est pour les auditeurs qui pourraient être un petit peu effrayés par un livre qui pourrait être considéré comme purement politique ou juridique. Eh bien non, en fait c'est très amusant et très, c'est même léger. Mais sortons de cette introduction et peut-être d'ailleurs vous allez pouvoir nous parler d'œuf à la coque et surtout de tarte, puisque vous expliquez pour que tout le monde recomprenne, qu'on pose bien le problème, qu'on redécrive bien le scrutin qui est en cours en ce moment pour les législatives. Et qu'est-ce que la proportionnelle, Christophe Boutin ? Oui, alors effectivement, vous parlez de tarte, et c'est vrai que dans l'ouvrage, avec Frédéric Rouvillois, on a repris cette belle formule d'un grand juriste de la Troisième République, qui était Joseph Barthélemy, qui expliquait les avantages de la proportionnelle par rapport au scrutin majoritaire avec cette vision très simple. Il disait, voilà, imaginez que vous avez 5 enfants autour d'une tarte et que on le découpe donc cette tarte en 5 parts égales. Vous avez 3 enfants habillés en rouge, 2 enfants habillés en bleu. Au scrutin majoritaire, les 3 enfants habillés en rouge disent nous avons la majorité, nous allons donc manger toute la tarte. Nous allons manger les 5 parts de tarte. Et au scrutin proportionnel, les enfants habillés en bleu disent non, c'est pas juste, nous sommes 2, donc nous allons avoir 2 parts de tarte, vous aurez la majorité, vous aurez les 3 parts de tarte, mais nous aurons bien les 2 parts de tarte. Et je crois que cet exemple montre bien l'évidence de la justice, c'est ce que disait Joseph Barthélemy, l'évidence de la justice du scrutin proportionnel. Si l'on regarde... Si on fait une projection, alors je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure, effectivement, il est très difficile, encore une fois, d'utiliser les résultats des élections qui sont faites avec un mode de scrutin majoritaire pour faire une projection et dire voilà ce que cela aurait donné à la proportionnelle. Parce que les gens ne voteront pas de la même manière. Oui, mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que si on reprend votre image des 3 en t-shirt rouge et des 2 en t-shirt bleu, c'est qu'aujourd'hui les 3 en t-shirt rouge, ce serait peut-être la NUPS. Effectivement, la NUPS, c'est surtout le parti présidentiel. Oui. Le parti présidentiel ensemble, si vous voulez, si on fait une projection actuellement entre le scrutin majoritaire et la proportionnelle, encore une fois avec les éléments de limite que je viens de dire, mais si on fait une projection, le parti présidentiel ensemble a à peu près 100 sièges de plus que ce qu'il aurait à la proportionnelle. NUP, c'est un peu différent. NUP aurait 3 sièges de plus, pas beaucoup plus. Et les grands perdants, bien évidemment, c'est le Rassemblement national qui a presque 90 sièges de moins que ce qu'il aurait à la proportionnelle, ou Reconquête qui a presque une trentaine de sièges de moins que ce qu'il aurait à la proportionnelle. Est-ce que vous pouvez bien l'expliquer à nos auditeurs, comment on arrive à un tel décalage, même si on reprend bien en effet les limites dont vous avez parlé, c'est-à-dire que le vote aurait été différent déjà dans les urnes, mais comment vous expliquez ce décalage entre la représentation par le scrutin majoritaire et la représentation par le scrutin proportionnel ? Parce que le scrutin majoritaire, c'est 577 petites élections, vous comprenez, 577 élections locales, et vous pouvez avoir 577 fois une minorité. Du moins, à chaque fois, vous n'arrivez pas à obtenir le second tour, ce qu'on voit très bien, très clairement ici, avec l'effet booster de la NUP, qui lui permet d'accéder au second tour et qui lui permet de griller un Rassemblement national qui pourtant en voix fait souvent plus que chacune des composantes séparées de la NUP.
Oui, d'accord. Alors que, donc là, vous parlez du majoritaire, alors que proportionnel, on respecte tout simplement le nombre de... Ah, la la proportionnelle, alors effectivement, la question se pose de savoir si la proportionnelle se fait sur une circonscription unique nationale ou si on descend à des circonscriptions locales. Mais la proportionnelle, de toute façon, vient limiter cet effet de loupe qui favorise les partis arrivés en tête au scrutin majoritaire. Alors, si on va aller un petit peu plus loin. D'abord, vous précisez dès le début, et c'est très intéressant, puisque, à vrai dire, moi je l'ignorais, la France est le seul et unique pays de l'Union européenne à pratiquer le scrutin majoritaire. Absolument. Oui, le scrutin majoritaire, du moins une à deux tours. Nos amis, puisque nos amis anglais pratiquent aussi un scrutin majoritaire, mais à un tour. Et je vous rappelle que depuis quelque temps, ils ont choisi de ne plus être dans l'Union européenne. Donc, restant dans l'Union européenne, il n'y a plus que nous, en quelque sorte, à croire aux vertus magiques du scrutin majoritaire. Car c'est un peu de cela, hein, c'est de la pensée magique. Oui, Valentin Schermer. Oui, non, ce qui est extrêmement intéressant également, c'est que ce livre nous permet de nous rappeler le rôle en fait concret de l'Assemblée nationale et du Parlement et le rôle du député, c'est-à-dire ça nous pose la question de, dans une élection législative, pourquoi on vote en fait, parce que les tenants du scrutin majoritaire expliquent bien que l'intérêt du scrutin majoritaire, c'est d'amener un ancrage local pour le député et donc une connexion entre l'élite et le peuple. Mais vous, ce que vous expliquez bien, c'est que le député a vocation à représenter la nation et donc n'a pas forcément vocation à représenter une circonscription territoriale concrète. C'est effectivement un élément ambigu. Le député, si vous voulez, de manière très théorique, hein, juridique, il est élu dans une circonscription parce que c'est une modalité électorale, mais il n'est pas élu d'une circonscription. Il a vocation à représenter la volonté nationale uniquement lorsqu'il est assemblé avec ses 576 collègues. Et à ce moment-là, il représente la volonté nationale. Point final. Alors effectivement, par contre, le fait qu'un député ait un ancrage électoral, et ça c'est un point qu'on a vu disparaître petit à petit avec la fin du cumul des mandats, mais qu'un député ait un ancrage électoral, qu'il aille auprès des électeurs et qu'il fasse remonter en quelque sorte ce qu'il rencontre comme interrogation, comme inquiétude au niveau local, c'est quelque chose d'utile. Mais ça peut très bien être fait de la même manière avec des parlementaires qui sont élus à la proportionnelle, qui ne seront pas dans ce cas-là tous élus des arrondissements parisiens, qui se rendront aussi auprès des électeurs et qui pourront aussi faire remonter les inquiétudes de ces derniers. Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de ce questionnement sur le scrutin. Vous le rappelez, page 134, les interrogations de Georges Pompidou lui-même en 1963 sur les inconvénients du scrutin majoritaire et les questionnements sur le scrutin proportionnel. Il disait, alors que que ce scrutin permet de gouverner, mais il provoque des frustrations. La proportionnelle, elle, est un scrutin qui donne aux Français le sentiment qu'ils sont équitablement représentés, mais elle est inefficace. Le scrutin majoritaire est efficace, mais il fait naître une amertume. Il m'arrive de me demander, c'est Georges Pompidou qui parle, si, avec le système quasi-présidentiel que nous avons depuis octobre, il ne vaudrait pas mieux un scrutin proportionnel qui adoucirait les mœurs non seulement des parlementaires mais des Français et qui permettrait au président de composer le gouvernement avec plus de souplesse, etc. etc. On est, j'ai l'impression, vraiment dans la même problématique aujourd'hui, c'est-à-dire on est clairement dans un gouvernement, dans un système présidentiel fort et cette amertume, on le voit d'ailleurs par l'abstention, cette révolte des peuples vis-à-vis d'une représentation qui visiblement ne joue plus ce rôle de représentation. Donc là, on a vraiment ce questionnement qui était déjà posé par Georges Pompidou. Et de l'autre côté, on a les tenants du scrutin majoritaire qui nous disent oui, mais avec ça, en effet, avec la proportionnelle, on arriverait à un puzzle écartelé. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, encore hier, a dit sans majorité absolue, ce sera le chaos. En gros, il faut une majorité absolue du président pour que le gouvernement fonctionne bien. Donc on a ces deux tensions en fait entre ceux qui disent il faut qu'on soit tous unis, qu'on ait une majorité pour que le gouvernement fonctionne et ceux qui disent non, ce sera beaucoup plus adouci, les mœurs seront adoucies et le peuple rassuré.
Écoutez, la majorité, il faut bien dire une chose, c'est qu'elle existera toujours, quel que soit le mode de scrutin. Parce que la majorité, elle se fait sur un texte. La majorité, elle se fait pour savoir si on est d'accord avec telle ou telle réforme. À un moment, il faut voter et il se dégage à ce moment-là une majorité. Ce que veut le président Macron pour, nous dit-il, des raisons d'État dans sa déclaration faite hier, alors qu'il allait s'envoler pour la Roumanie, ce que veut Emmanuel Macron, c'est un blanc-seing. C'est un blanc-seing, c'est-à-dire une majorité absolue dont il sait qu'elle lui sera définitivement acquise et qui votera comme un seul homme absolument tous ces textes. Est-ce que c'est ce dont veulent les Français? Ils viennent de l'avoir pendant 5 ans. Manifestement, ils en sortent relativement déçus ou relativement inquiets. Par ailleurs, non seulement le Parlement vote la loi, mais le Parlement contrôle le gouvernement. Comment peut-il y avoir contrôle d'un gouvernement à partir du moment où il y a cette majorité absolue de députés godillots? Voilà une question qu'il faut quand même poser. Enfin, si vous voulez, l'instabilité qu'on évoque très souvent, eu égard à la proportionnelle, cette instabilité, elle est inquiétante à partir du moment où c'est le Parlement qui dirige, où c'est le Parlement qui gouverne. Effectivement, si c'est l'Assemblée nationale qui est toute puissante, comme sous la 4e République, où on avait dérivé d'un régime parlementaire vers un régime d'Assemblée, à ce moment-là, un Parlement instable, c'est inquiétant pour le pays. Mais nous sommes sous la 5e République. Nous sommes sous la 5e République et c'est un régime qui n'a rien à voir avec le régime d'Assemblée de la 4e. C'est un régime parlementaire avec une dérive présidentialiste. Dans ce cadre-là, l'instabilité n'existe pas. Oui, et on arrive au questionnement de Georges Pompidou que je citais tout à l'heure, qui disait avec ce système présidentiel, il faut redonner un petit peu de souffle, en fait, un peu de souplesse au peuple. Mais tout à fait, c'est exactement l'interrogation que se posait Georges Pompidou. C'est vrai que personne n'a envie d'avoir un système chaotique. Personne ne souhaite le chaos. Mais nous dire, comme l'a dit hier Emmanuel Macron, nous dire c'est soit la majorité absolue, soit le chaos, est une aimable fumisterie. Valentin Schirmer. Pour continuer sur ce sujet, on sait que la caractéristique souvent des régimes proportionnels dans d'autres pays, c'est d'avoir du coup une assemblée qui est très puissante. Or, on sait que les Français ont une tradition d'attachement à un pouvoir exécutif et notamment au pouvoir présidentiel fort et qui rassemble autour d'un chef. Est-ce que vous pensez que, vous pensez que le régime proportionnel peut très bien s'incommoder d'un régime présidentialiste ? Mais absolument. La dérive, enfin, ce que vous évoquez, c'est-à-dire des proportionnels qui donnent des parlements forts, ça existe dans des partis dans lesquels le chef de l'État est tout à fait effacé, dans lesquels l'homme important, c'est le chef du gouvernement, autrement dit le chef de la majorité parlementaire. Un chef de gouvernement qui, dès lors, manifeste une inquiétude et il y a une instabilité pour son poste, puisqu'il n'est que le chef de la majorité parlementaire. En France, l'homme important n'est pas le chef du gouvernement. L'homme important, c'est le président de la République, élu à part au suffrage universel direct, qui n'est pas, ou exceptionnellement, je veux dire, pour haute trahison, mis en cause par le Parlement. Donc, les choses n'ont strictement rien à voir. Et d'ailleurs, vous expliquez que ce qui est intéressant, c'est que le président est le seul justement à être élu au suffrage universel direct. Vous d'ailleurs, dans votre proposition concrète, parce qu'à la fin du livre, vous mettez des propositions concrètes, vous proposez que la proportionnelle s'applique dans des circonscriptions régionales. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur pourquoi la proportionnelle devrait s'appliquer sur des circonscriptions régionales ? Parce qu'elle est plus lisible sur les circonscriptions régionales. Parce que si vous voulez, lorsque je vote sur une liste, que la liste comporte 577 noms, j'ai un peu de mal à me repérer entre les différentes listes. Il y a un élément pratique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il est sans doute souhaitable dans notre système que seul le président soit élu au suffrage universel direct au niveau national, ce qui lui confère une légitimité particulière et ce qui donc rééquilibrerait les choses avec des parlementaires, enfin l'Assemblée nationale, qui seraient élus cette fois par les circonscriptions. Et avec Frédéric Rouvillois, nous pensons que la circonscription régionale est une bonne taille pour cette élection proportionnelle de l'Assemblée nationale. Et une autre question, Christophe Boutin, puisque en effet dans ce dernier chapitre, vous posez la question de comment mettre en place concrètement ce système proportionnel, ce scrutin proportionnel. Moi, ma question, c'est plutôt qui va vouloir le mettre en place, puisque ça ne viendra sûrement pas de l'exécutif, puisqu'on a bien compris que c'était absolument pas dans son intérêt. Donc concrètement, à quel moment on va pouvoir voir, même si on est convaincu du bien fondé de ce scrutin, à quel moment on va pouvoir le voir proposé ?
Ça, c'est une excellente question, car effectivement, l'exécutif se satisfait de ce qui peut exister, que finalement, les députés, ils sont élus au scrutin majoritaire, donc ça prouve pour eux que le scrutin n'est pas si mauvais, c'est pas nécessairement eux qui vont faire une proposition. Non, là, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion de fond qui soit menée, et il faut qu'il y ait une demande forte de la population. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer à avoir des taux d'abstention comme ceux que l'on connaît? Car la proportionnelle, c'est aussi quelque chose qui peut ramener aux urnes des électeurs qui finalement se disent que le système ne leur permettra pas de voir leurs idées arriver à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'on peut continuer avec un système qui perd en légitimité démocratique élection après élection, alors que l'on est censé être dans une démocratie? Oui, mais encore une fois, cette abstention et cette démocratie qui ne fonctionne pas réellement sert le pouvoir en place. Et c'est bien là où moi, après avoir lu votre livre, je suis parfaitement convaincue, mais je me dis, malgré tout, on va sûrement pas après la lecture de votre livre, passer à la proportionnelle. C'est pas évident parce qu'effectivement, il se peut quand même que petit à petit les minorités se regroupent pour faire pression sur le sujet, et puis il peut y avoir une demande populaire qui s'affirme de manière claire et précise, et on parle, si vous voulez, quand même le pouvoir que vous évoquez, ce pouvoir qui effectivement se félicite de la mise en place du système, évoque quand même régulièrement depuis François Mitterrand, la mise en place d'une dose de proportionnelle. Il a bien conscience lui-même que son système est ridicule, que ce système est totalement déséquilibré. Il a bien conscience qu'il faut faire quelque chose. Alors avec Frédéric Rouvillois, nous pensons que la dose de proportionnelle s'apparente plus parfois à une sorte d'escroquerie qu'à une réalité, puisque bien évidemment, ça ne menacera pas le pouvoir majoritaire. Alors justement, ce serait quoi concrètement la dose de proportionnelle pour eux ? Et en quoi pour eux, on n'en sait rien. Ils sont entre 5% du Parlement, 10% du Parlement, 15% du Parlement. Oui. Ça dépend des rapports, ça dépend des auteurs. C'est pour ça que nous considérons que la seule solution, c'est la proportionnelle intégrale, point final. Valentin. Je voudrais élargir un petit peu le sujet parce que avec ces résultats des législatives, on a plus eu l'impression que les résultats et les fausses représentations venaient d'abord de l'alliance des partis, avec notamment l'ANUPS qui a réussi en s'alliant à se surreprésenter. On sait avec Simone Veil avec un W, la philosophe, que les partis sont des institutions qui, sur le long terme, sont vouées à rentrer dans des logiques de conservation personnelle au détriment de l'intérêt général et puis au détriment du débat démocratique. Est-ce que vous ne pensez pas que les partis sont encore plus nocifs finalement que le scrutin majoritaire et qu'un régime du style du début de la Troisième République avec aucun parti et des députés qui doivent voter en leur âme et conscience, ce ne serait pas plus intéressant pour la représentation et le débat démocratique ? Ça, c'est la grande thèse de Simone Veil, de la suppression des partis politiques. C'est la question de la dérive oligarchique des partis politiques qui a été vue par Ostrogorsky ou par Michels. Effectivement, qu'il y ait une dérive oligarchique des partis politiques, nul ne le nie. Que les partis politiques soient des instruments qui finalement travaillent pour leur propre intérêt, nul ne le nie aussi. Maintenant, ce sont aussi des instruments qui deviennent presque quasiment indispensables. Il faut qu'il y ait une sorte de programme qui se dégage. On ne peut pas avoir et qui plus est dans la proportionnelle, pour la proportionnelle, ils sont absolument indispensables pour la mise en place, la réflexion préalable du programme, la tentative pour diffuser ce programme au sein de la population. À la limite, dans des petites circonscriptions, on pouvait encore, il y a une époque lointaine, voir émerger quelques personnalités locales qui finalement, alors qu'ils n'avaient pas l'appui des partis, arrivaient à s'imposer dans cette circonscription. C'est de moins en moins le cas. On voit bien que là, actuellement, tous les candidats qui arrivent au second tour ont eu une investiture et ne sont pas des candidats surprises. Et encore, dans les candidats surprises, celles qui pouvaient exister auparavant, une bonne part d'entre eux avaient derrière eux des réseaux qui n'étaient peut-être pas des réseaux ouvertement partisans, mais des réseaux qui fonctionnaient bien. Mais est-ce que la question, pour continuer sur la question de Valentin sur le système des partis en général, est-ce que le problème des partis, c'est pas plutôt pas le parti en soi, mais leur système de financement et le fait qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir un esprit qui les ramène à un esprit de boutiquier, puisque en fait, il faut présenter un certain nombre de candidats pour pouvoir avoir un financement, avoir un certain nombre de voix pour avoir un financement, et voilà. Donc au final, pour s'entretenir, ils sont obligés parfois de forcer certaines choses qui ne sont pas naturelles pour ce parti.
Pas forcément, parce que effectivement, je suis bien d'accord que le financement est un élément important. Alors, ça pose la question de savoir si les partis politiques doivent être financés sur la manne publique ou s'ils doivent l'être par finalement leurs militants ou leurs électeurs. Ça, c'est une autre question. On sait que pour certains partis, de toute façon, c'est le double, puisqu'après les gamelles qu'ils se prennent, ils sont forcés de tendre la main à leurs électeurs. Donc ça, c'est autre chose. Mais le financement n'est pas en soi, je dirais, un problème. Si vous voulez qu'on ait des candidats entre guillemets un peu secondaires uniquement parce que l'on souhaite avoir un financement, cela permet quand même pour ce candidat un peu secondaire de diffuser le programme du parti au niveau local. Donc c'est pas quelque chose qui m'apparaît ici véritablement problématique. On a certes quelques formations qui clairement sont des usines qui cherchent du financement, des petits partis qui savent très bien qu'ils n'ont aucune chance d'avoir des élus et qui vise à récupérer une partie de la manne publique. Ça existe de moins en moins, ça existe, c'est vrai, mais ça existe de moins en moins. Non, les partis politiques actuellement qui se présentent ont tous à peu près un programme cohérent. Mais si vous voulez, le système actuel est un système qui permet de masquer les choses. Il y a ça aussi. Là, on évoque effectivement le duel entre Macron et Mélenchon, entre NUPS et Ensemble. Mais ce duel est l'arbre qui cache la forêt. En voix entre 2017 et 2022, la gauche a augmenté d'à peu près 17%. Le parti présidentiel a baissé de 20% en voix. La droite dite républicaine a baissé de 30% en voix depuis 2017. Et la droite qu'on pourrait qualifier de radicale, ce qui est la droite de la républicaine, a augmenté en voix de 64% depuis 2017. Le fait majeur de cette élection de 2017, c'est ça. C'est cette augmentation en voix de la droite radicale en France qui est sans comparaison aucune avec les autres. Et ce fait majeur passe totalement à la trappe parce qu'on reste sur les duels NUPS Ensemble, on reste sur cette image des 25% de NUPS et 25% d'Ensemble, et on oublie ce mouvement de fond qui, certes, mouvement de fond qui ne débouchera pas nécessairement à la Chambre, mais qui est l'élément essentiel sans doute de ces législatives. Est-ce que vous pensez, ça c'est clair, c'est très clair, et vous avez bien raison de rappeler en effet que l'événement, le fait majeur finalement, c'est cette augmentation en voix de la droite dite radicale et qu'elle n'apparaît nulle part. On ne voit pas sa couleur ni dans l'Assemblée ni dans les discours politiques et médiatiques. Est-ce que vous pensez qu'un autre scrutin, le scrutin majoritaire seulement à un tour, dont parlait tout à l'heure André Berkoff, pourrait aussi faire évoluer les choses ? Il ferait évoluer les choses parce que c'est un scrutin qui, naturellement, pousse au bipartisme. Voilà, en ce sens, on aurait une division, on retrouverait une division bipartiste. Il n'est pas évident que le tripartisme, en quelque sorte, du moins les trois blocs qu'on voit actuellement se développer, un bloc de gauche, bloc de centre, bloc de droite, il n'est pas évident que ces trois blocs dureraient très, très longtemps. C'est un élément qui, effectivement, permettrait de changer la donne. Maintenant, est-ce que le bipartisme est nécessairement la solution en France ? Je ne le pense pas. Ça relève d'une culture politique particulière. Ça fonctionne bien, effectivement, dans le monde anglais. Je crois que depuis le XVIIIe siècle, il faut arrêter de se tourner vers le modèle anglais. Eh bien, merci beaucoup Christophe Boutin pour votre livre, en tout cas, et cet éclairage à l'improportionnel ou comment rendre la parole au peuple. Le titre est relativement clair, c'est à retrouver aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup à vous et merci. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.